Eh bien, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, bienvenue à Kevin et ravi de vous accueillir ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler d'un sujet qui touche tout le monde finalement, qui est quel est le métier idéal pour moi? Alors, on va déjà prendre un petit temps avec Kevin pour se présenter. Donc, Kevin, je te laisse la main. Vas-y, présente-toi. Dis-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ça marche. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous et merci de passer ce petit moment qui, je pense, sera agréable ce soir autour d'un sujet qui nous tient tous les deux à cœur, qui est le fait de trouver un métier idéal dans sa carrière. Donc Kevin Adeoti, donc votre serviteur, qui est là. Je me présente aujourd'hui en tant que révélateur de potentiel. Donc, ma mission principale dans mon activité est d'aider les personnes justement à découvrir, à révéler, puisqu'une révélation, c'est quelque part montrer quelque chose qui était caché, montrer le potentiel que les personnes renferment au niveau principalement, et on y reviendra plus tard, de leur manière d'agir, leur manière naturelle d'agir et leur génie créatif, qui est un processus dans lequel elles sont naturellement fluides et dans le plaisir. Donc ça, c'est ma mission principale autour de laquelle je travaille pour ensuite aider les personnes à trouver, à identifier un petit peu leur carrière idéale, le plan de carrière idéal ou pour des entrepreneurs, définir un petit peu les offres idéales par rapport à leur force naturelle, à leur valeur ajoutée naturelle. Donc ça, c'est les deux casquettes que j'ai principalement. Et moi, je viens d'une reconversion professionnelle, puisque auparavant, j'étais ingénieur dans le monde de l'industrie, donc un monde très différent du coaching. Mais là aussi, on y reviendra suite à des questionnements personnels, de perte de sens, perte de repères, la crise de la quarantaine, diraient certains. Je me suis orienté vers le monde du coaching après avoir mûrement réfléchi et surtout être allé vers un domaine qui me convenait et dans lequel j'étais, je pense, fait pour pouvoir apporter le meilleur de ce que je peux apporter à mes semblables humains. Voilà. Wow. Je te laisse le tour maintenant, Guillaume. Qui Génial. es-tu? Qui je suis? Alors, après une introduction comme la tienne, waouh, on se dit, là, la barre, elle est déjà haute. Alors, moi, donc, je m'appelle Guillaume Delarraz. Je suis donc hypnothérapeute et psychopraticien en neuro-émotionnel. Et je suis donc spécialisé dans l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Alors après, je ne fais pas que cet accompagnement-là, mais en tout cas, ça reste une de mes spécialités. Et donc, moi aussi, avant d'être thérapeute, j'avais une autre activité. J'étais formateur. J'ai été formateur pendant quasiment 7 ans dans le domaine du transport de voyageurs. Et on y reviendra un petit peu sur les expériences que moi j'ai vécues. Et je pense peut-être que Kevin aussi ira sur ces expériences. Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui finalement à devenir thérapeute? Pourquoi cette décision? Est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Est-ce que c'est vraiment une prise de conscience? Voilà, on va essayer d'aller un petit peu déchiffrer tout ça ensemble tous les deux. Et donc, ce soir, comme je voulais afficher sur l'écran, eh bien, on va parler du métier idéal pour soi. Quel est le métier idéal pour soi? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont au travail et qui y vont pas forcément avec un élan d'envie et de plaisir important. Il y a énormément de personnes qui se plaignent de leur travail. Il y en a plein qui disent vivement la retraite. Ça, c'est souvent ce qu'on peut entendre dans des entreprises. Et des gens qui ont peut-être 40 ans, hein, et ils se disent vivement la retraite. Donc, ils ont encore 20, en plus avec les nouvelles lois, ils ont quasiment 27 ans à faire. Donc, voilà, l'idée ce soir, ça va être de parler de ce sujet sur quel est le métier idéal pour moi, comment faire pour finalement se retrouver dans un bien-être et finalement arriver à concilier le fait d'être bien à titre personnel et d'être bien dans son activité professionnelle. Juste une petite information, on est donc en direct sur YouTube et donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, eh bien vous pouvez les faire dans le chat directement via YouTube. Voilà.
Donc, on va commencer par parler enfin, on va parler de deux sujets qui est notamment l'ikigai et le MO2I. Et là, on est vraiment dans le cœur du domaine de Kevin. Et donc, je vais laisser un petit peu la parole à Kevin sur ce sujet. Ouais. Donc, c'est vrai que je reviens sur le point et sur le constat et l'observation que tu fais, parce que c'est vrai que après, on va dire, pré-Covid et post-Covid, il y a vraiment eu un switch, en effet, d'un point de vue du monde professionnel, où on assiste de plus en plus à beaucoup de personnes et à une explosion des différentes pathologies liées au travail, qui sont notamment celles de l'épuisement professionnel et du burn-out, mais pas que. On parle aussi beaucoup de la démission silencieuse. Les démissions silencieuses, c'est un petit peu ce que tu décriais quelque part, ou ce que tu décrivais, pardon, qui est la notion d'être dans un métier sans trop de conviction et petit à petit perdre son engagement et aller au travail totalement sans inspiration et par le seul bout quelque part de la carotte financière. Donc, on va au travail seulement pour subvenir à ses besoins. Le problème, c'est que quand on subvient seulement à ses besoins, quand on ne trouve pas de sens profond à son activité et qu'on est étouffé dans ce qu'on fait, naturellement, certaines pathologies vont se développer de façon sous-jacente. Petit à petit, cet épuisement va creuser, va grandir et des pathologies vont naître parce qu'on parle beaucoup des choses directement liées que sont l'épuisement ou le burn-out, mais toutes les pathologies autour et tous les impacts autour, c'est quelque chose que l'on néglige. Puisque quelqu'un qui ne se sent pas bien au travail, généralement, l'impact que ça va avoir un impact sur sa vie, sur son bien-être mental, son bien-être physique, mais ses proches. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas bien au travail, ça va aussi impacter ses proches, ça va impacter sa vie de famille, ça peut après jouer sur des vies de couple, la parentalité, etc. etc. C'est-à-dire que les conséquences à rester dans un travail où quelque part on est un peu dans l'errance, où on est seulement là par le biais financier, mais sous aucun autre, sans savoir exactement ce que l'on y fait, va créer petit à petit des pathologies. Et Ouais. Et ça peut parmi même les aller plus solutions, loin. Je te oui, coupe, Kevin, ça peut peut-être même aller plus loin. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques années, de certains employés de France Télécom qui allaient jusqu'au suicide. On avait carrément des personnes qui allaient jusqu'au suicide, alors que ils sont là pour travailler, en fait, et juste ramener de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, ça peut exactement. aller au burn-out, ok, j'ai envie de dire, c'est presque le meilleur des cas, la dépression. Après, il peut y avoir de la maladie, et dans des cas extrêmes, des personnes peuvent mettre fin à leur jour, et ce qui est relativement, voilà, ce qui est assez grave quand même. Exactement, exactement. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui essayent finalement de se sortir de cette situation et prennent différentes solutions, que vont être certains coachings, notamment les bilans de compétences, qui sont beaucoup décriés. Moi, j'en fais, mais qui sont beaucoup décriés, notamment du fait du manque de profondeur de beaucoup de ces bilans de compétences, puisqu'on ne va pas justement comprendre la singularité, la spécificité de chaque personne. Et c'est là que le bas blesse, on y reviendra, c'est que quand on n'est pas à identifier ce qui nous différencie et ce qui nous rend, j'ai envie de dire, presque puissants et forts, on va être à côté d'une solution pérenne et qui va vraiment adresser la problématique de fond qui est je ne suis pas à ma place. Parce que quand on dit ne pas trouver son métier idéal, c'est ne pas être à sa juste place, ne pas être en Ouais. harmonie avec soi et avec ce qu'on peut apporter de meilleur pour soi et pour les autres. Donc, une des solutions, c'est l'ikigai. L'ikigai, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, en japonais, c'est un outil japonais, méthode japonaise, qui veut dire la raison d'être. Et l'ikigai est composé quelque part de. C'est un outil qui permet d'identifier 4 choses pour trouver justement sa raison d'être un petit peu sur Terre, sa mission de vie, certains vont appeler. Et c'est composé donc de quatre éléments, quatre fleurs, on va dire, c'est 4 pétales, qui vont être le premier qui va être les talents de la personne. Le deuxième qui vont être les passions de la personne. Le troisième qui va être les Carrément le métiers. partager. Ah oui, tu l'as, ouais. Ceux, Voilà, comme ça au moins je l'ai. exactement. Les besoins qui sont dans le monde. C'est-à-dire, quelque part, est-ce qu'il y a un marché pour moi dans le monde? Et la quatrième qui est ce pourquoi je pourrais être payé.
Donc, quelque part, le besoin du monde et ceux qui pourraient me rémunérer. Donc, pas faire j'ai envie de dire, un métier juste pour le mécénat ou pour du bénévolat, mais aussi pour gagner sa vie. Donc, ces 4 éléments sont très intéressants puisque le premier, donc les talents, c'est qu'est-ce qui va me permettre d'être bon dans un métier. Le Ouais. deuxième, qui est la passion, ça va être mettre la notion de plaisir dans son métier, dans comprendre sa raison d'être. Donc, quelles sont mes passions pour identifier, faire le lien entre mes talents et mes passions. Le troisième, qui est essentiel, c'est de quoi le monde a besoin. Et là, ça va être une analyse externe à soi. Okay, quels sont les besoins aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui, il y a les développements de certaines activités. Donc, quels vont être les besoins les plus criants dans le monde? Et le quatrième, c'est moi, quand je fais le cumul de mes talents, ma passion et de ce que le monde a besoin, ben, en quoi et dans quel métier exactement je pourrais être payé. Et ce travail-là, c'est un travail qui est introspectif. On peut le faire éventuellement avec quelqu'un. Il est très intéressant comme base de travail pour justement commencer à défricher ce vers quoi on pourrait aller. La Ouais. problématique principale de l'ikigai, et on y reviendra, toi et moi, Guillaume, on est très, très à cheval, du pas à cheval, dans le sens on est très porté sur ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Ouais, Ça, c'est un totalement. point principal qu'on va vouloir appuyer ce soir et qu'on appuie dans nos accompagnements tous les deux, que ce soit toi dans la thérapie, moi plutôt dans l'accompagnement professionnel, qui vont être le fait que les personnes, chaque être humain, est majoritairement dirigé par des actions inconscientes. Aujourd'hui, les scientifiques parlent de l'ordre de 90 à 95% de nos actions qui sont inconscientes. Nos comportements sont dirigés par des mouvements inconscients, donc qui ne sont pas visibles, dont on n'a pas conscience, mais qui sont là et qui pourtant dirigent nos vies. Et la problématique de l'ikigai, c'est que quelque part, il n'adresse pas ce point, puisque on ne va pas aller chercher notre modèle inconscient, notamment pour identifier nos talents, et ça va nous faire peut-être passer à côté de réellement ce qu'est notre plus grande force. On va être sur quelque chose de plutôt générique. Par exemple, on va dire, OK, j'ai du talent dans l'électricité. Voilà. Je ne suis pas mauvais dans l'électricité. Mais je ne vais pas pouvoir identifier avec précision qu'est-ce qui, dans ce domaine, me rend excellent. Et on y reviendra sur l'excellence d'action avec le MO2I. Et ça, du coup, on va être un petit peu à côté. On va être proche de ce qu'on pourrait faire de mieux, mais pas complètement dedans. Et du coup, on va pouvoir petit à petit peut-être s'égarer en étant pourtant dans un métier qui nous plaît, donc par exemple l'électricité, dans lequel on va pouvoir avoir un certain talent, mais on va atteindre un plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas identifié exactement là où on était naturellement excellent. Et c'est vraiment ça, c'est de l'ordre de la subtilité qui va faire pourtant toute la différence entre quelqu'un qui est moyen et quelqu'un qui est excellent. Ce n'est pas quelque chose qui est évident parce que c'est de l'ordre de l'inconscient. Et c'est toi qui m'avais donné cet exemple. J'aimerais bien que tu partages l'exemple de la Tour Eiffel pour parler de ce que c'est au niveau de l'inconscient, par exemple, sur comment on se voit nous. Ouais. Alors en fait, l'exemple que j'avais donné à Kevin, c'était marrant parce que quand on avait échangé sur ce webinaire, je disais finalement, en fait, c'est comme si on était dans la Tour Eiffel et qu'on voulait voir à quoi ressemblait la Tour Eiffel. Bah, finalement, quand on est à l'intérieur, si je suis au premier ou au deuxième étage, même au dernier étage, eh bien, bah, quand je suis dans la Tour Eiffel, je ne vois pas la Tour Eiffel. Et c'est pour ça que l'importance d'avoir finalement un point de vue externe, d'avoir donc le point de vue d'une personne tierce, va nous permettre d'aller capter ce que nous n'arrivons pas à voir de nous-mêmes. Et c'est finalement toute cette partie inconsciente. C'est-à-dire que des fois, on se dit consciemment, oui, voilà, je pense que ça y est, c'est mon métier, je suis dedans, etc. Mais je suis dans ce conscient, dans cette partie consciente de moi. Et je rappelle simplement une petite chose, c'est qu'au niveau conscient, nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, conscients de 1 à 5% de qui nous sommes. Tout le reste est inconscient. Donc, tout seul, ça va être compliqué d'aller pouvoir chercher vraiment, d'aller au cœur de la problématique et donc d'aller finalement révéler son MO2I. C'est possible. Je pense que ce n'est pas impossible,
mais tout seul, ça doit demander un travail qui doit être démentiel. Et là, je pense que Kevin pourra développer un peu plus là-dessus. Mais c'est comme aller dans son ikigai. Vous savez, il y a des indices qu'on peut détecter. On va parler, alors je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde tout de suite, l'état de flow. L'état de flow, Ouais, quand on est si dans on son peut sur ikigai, exemple. Ouais. on peut l'aborder là tout de suite. L'état de flow, qu'est-ce que c'est en fait? L'état de flow, ben moi, en fait, j'ai envie de dire que c'est un état hypnotique. C'est-à-dire que je vais être dans une tâche, par exemple, dans mon métier, je suis dans une tâche et je suis tellement plongé dedans qu'en fait, je ne vois même plus le temps passer. Finalement, je suis coupé de l'extérieur. Il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des choses qui se passent autour de moi, eh bien finalement, j'en tiens même pas compte et je suis focalisé sur la tâche que je suis en train de faire. Comme un peintre qui serait focalisé sur sa peinture, et même si devant sa fenêtre, il y a des coups de klaxon, il y a quelqu'un qui crie, il est tellement focalisé dans sa peinture qu'en fait, il est dans sa bulle. Et cet état de flow est un indice d'une pratique qui se rapproche de notre ikigai. Mhm. Mais il faut quand même, voilà, consciemment, on va peut-être se dire, OK, je sens que je suis dedans, mais c'est difficile en fait, parce que vu qu'on s'en rend pas compte, eh bien, on a du mal à avoir ce recul. D'où la Oui, petite image de la Tour Eiffel, de dire quand je suis dans la Tour Eiffel, bah, finalement, je ne vois pas la Tour Eiffel comme elle est. Voilà. exactement, exactement. Merci pour l'exemple. Et c'est exactement ça, tu vois, on y reviendra sur l'état de flow, en effet, avec le MO2I. Mais par exemple, l'ikigai, donc on a dit les solutions, donc on erre dans un métier. Voilà, on cherche et on sent bien qu'on n'est pas à notre place et on va chercher des solutions pour trouver sa place. On sent bien qu'on n'est pas à sa juste place et on prend des solutions, on cherche des solutions. Donc on va se faire accompagner, j'ai dit on va faire des bilans de compétences, on va faire un ikigai. La problématique de ces outils, c'est le manque de profondeur. Donc, on a dit, l'exemple que tu as donné, c'est ça, de 1 à 5 de, nous, de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Mm. Enfin, on connaît 1 à 5 de réellement qui on est. Je dis bien, si on n'a jamais travaillé dans l'inconscient, si on a travaillé un petit peu sur des choses de comment on fonctionne, on va être à un pourcentage plus élevé. Et d'ailleurs, c'est le but. C'est de rendre la fameuse phrase, on ne le répétera jamais assez, de Carl Gustav Jung, rendre l'inconscient conscient. Mm. Sinon, on appellera notre vie le destin. C'est-à-dire, on va être complètement happé par notre inconscient sans en avoir conscience. C'est ça la problématique, de ne Ouais. pas prendre conscience et de ne pas prendre le temps de découvrir qui l'on est. Et j'ai envie de dire presque, ce serait même vital. Passer toute une vie à côté de savoir qui on est, c'est presque terrible. J'ai envie de dire, on est dans l'ordre du terrible. Et c'est pour ça que c'est un indice aussi de passer à côté de sa vie que de passer à côté de son activité professionnelle. C'est-à-dire, errer dans la vie professionnelle, c'est quelque part un peu une errance dans la vie. Parce qu'on Bien va sûr. passer beaucoup de temps dans notre vie professionnelle. Donc, l'ikigai est intéressant dans un travail d'introspection est déjà une base très intéressante. Mais si on ne plonge pas plus en profondeur, on va faire notre ikigai, on va prendre un métier, on va commencer comme après un bilan de compétences. Il y a plein de gens qui viennent me voir, ils refont un accompagnement après avoir fait un, deux, il y en a même des personnes qui ont fait 3 bilans de compétences. Et à chaque fois, il y Mm. a un espoir auquel on se raccroche. On se dit peut-être que ce métier-là, comme quand on tente plein de métiers, ouais, peut-être là, je pense qu'il y a quelque chose. Et en fait, c'est un petit peu au bonheur la chance. Je prends mes dés, je vais jouer au blackjack. Mais sauf que jouer au blackjack sur sa carrière, c'est jouer au blackjack sur sa vie. Donc après, c'est un choix, mais ça a des conséquences. Comme on l'a dit, l'errance, les pathologies et potentiellement des choses un peu plus graves qu'on ne souhaite à personne. C'est pour ça aussi qu'on partage ce live ce soir. Du coup, ce qui est intéressant, nous, on va parler d'une solution qui, selon moi, est la plus pertinente dans le monde du travail, c'est de découvrir son MO2I. Pour éviter d'être dans une errance par le fait que j'ignore réellement qui je suis et ce qui me différencie, ce qui fait de moi une personne unique et ce qui me fait de moi une personne excellente, puisqu'il y a des domaines dans lesquels je vais être naturellement porté et être dans mon génie créatif, Mm. c'est de découvrir son MO2I. MO2I, ça veut dire le mode opératoire, identitaire et itératif. C'est tout simplement un mode opératoire, donc un processus inconscient dans lequel on est dans la fluidité, dans le plaisir et qui a beaucoup de sens pour nous. Ça, c'est vraiment les trois éléments clés pour comprendre ce qu'est le MO2I.
Et ce que ça veut dire, c'est que chaque personne sur Terre a une empreinte digitale et a une empreinte dans sa manière d'agir. Chaque personne a une ADN d'action. Et cet ADN d'action, c'est ce MO2I. Et découvrir ce MO2I, qu'est-ce que c'est? C'est découvrir les domaines dans lesquels je vais être naturellement en fluidité et dans l'excellence, ce qui veut dire les domaines dans lesquels je peux être excellent. Ça veut Alors dire moi, j'ai une comprendre petite question. précisément. Je- Vas-y, pardon. Pardon, je te coupe. J'ai une petite question par rapport à ça. C'est que, est-ce que le Hémo2I, euh, est-ce qu'il va être influencé, parce que tu dis c'est comme une empreinte digitale, donc quelque chose de totalement unique Oui. pour chaque être humain, mais est-ce qu'il y a dans ce Hémo2I une influence de notre culture, de notre société, de notre éducation? Est-ce qu'il y a, il y a- le Hémo2I est impacté par ça, ou au contraire, le Hémo2I est totalement fermé et hermétique à tout ce qu'il y a autour, l'éducation, tout ça. Non, parce que justement, c'est un cumul, c'est un mix d'inné et d'acquis. Donc, le Ok. MO2I, ce qu'on appelle de l'ordre de l'inné, à aujourd'hui, c'est quelque chose, on sait qu'il y a des choses innées. Après, les distinguer, on ne sait Mm. pas les distinguer. Mais ce qui est certain, c'est que le MO2I, c'est une part d'inné et une part d'acquis. Et du coup, quand on dit acquis, c'est qu'il y aura nécessairement l'influence de l'environnement autour duquel j'ai grandi. Puisque le MO2I se construit à l'enfance, entre 0 et 16 ans, et devient un petit peu comme le vélo, quelque chose qu'on a tellement répété qu'il devient un automatisme d'action. Et comme le vélo, d'ailleurs, on ne réfléchit pas quand on le fait. Et c'est là aussi la différence entre le MO2I et être conscient de ce que l'on fait, c'est que le MO2I, c'est un processus où on est tellement rapide et qui n'est même pas dans l'air du langage. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a trois grandes aires dans le cerveau. Il y a le Mm. reptilien, il y a le limbique et il y a les lobes frontaux. D'accord? Donc les lobes frontaux, c'est la partie consciente, ce que je me raconte à moi-même. C'est une toute petite partie des informations qui nous arrivent. Le MO2I, ce n'est pas dans la partie du langage parce que c'est un automatisme. Comme quand vous faites du vélo, vous ne discutez pas, vous n'êtes pas en train de réfléchir sur comment je place mon pied, etc. Pourtant, il y a beaucoup d'opérations qui se passent dans votre tête. Mais votre MO2I, c'est un petit peu ça, c'est un automatisme dans lequel vous êtes totalement en fluidité et dans la facilité. Mais la problématique, et c'est là qu'on a souvent besoin d'un regard extérieur, c'est que le propre du génie, c'est de ne pas le voir. Puisque c'est tellement facile pour nous qu'on a l'impression presque de rien faire. Ouais. Quelque chose qui est très évident pour nous, on n'a pas l'impression de le faire. Je donne souvent les exemples de sportifs parce qu'ils me parlent beaucoup. Mais si vous demandez à des grands sportifs comment ils font, à Usain Bolt, à Zinedine Zidane, à qui sais-je, à Michael Jordan, comment ils font quand ils font une action extraordinaire. Je me rappellerai d'Atem Ben Arfa, pour ceux qui connaissent le foot, qui décrivait une action géniale qu'il avait faite. Il était devant l'écran. On lui dit, mais à quoi tu penses sur le moment? Il dit, je ne sais pas. Parce que c'est le propre du génie. Quand on fait une action géniale, on n'est pas en train de réfléchir. On l'a fait, on l'exécute. Quand Schumacher est à 300 km/h sur un virage, et tu parlais d'état de flow, c'est exactement ça. Il n'est pas en train de réfléchir comme nous on entend. C'est-à-dire, on n'est pas dans le mental. Et c'est Mm. pour ça que si vous allez dans des solutions où vous cherchez à vous comprendre par seulement le mental, le conscient, vous allez passer à côté probablement de ce qui vous différencie. Et moi, par expérience, j'ai travaillé avec des personnes qui sont des coachs, qui ont fait euh, la PNL, l'anéagramme, la CNV, tout ce qu'on peut entendre comme outil de connaissance de soi, ils Ouais. étaient incapables de me dire quels étaient leurs MO2I, qu'on soit bien clair. Parce que c'est tellement en vous. C'est comme si je vous demande comment vous pédalez. Toi, tu as tes enfants, Guillaume, quand tes enfants, tu leur as appris à faire du vélo, tu leur as dit quoi? Pédale. Oui, Tu tu lui leur dis, as dit vas-y, pédale. avance. Mais oui. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Sauf que les opérations, il faut bien il y ait un calcul de la pente, des forces, de les résistances. Le cerveau calcule tout ça, Rien que totalement l'équilibre. inconsciemment. Mais nous, l'équilibre. Mais nous, on a juste le truc de pédale et tiens debout. C'est très limité de ce qui se passe en fait dans le coup de pédale. Et c'est le même principe. Si vous analysez en conscience, vous restez en haut de l'iceberg. Voilà, vous allez voir une couche de vous-même et vous allez louper
celle qui a la plus de valeur. C'est ça qui est dommage. C'est que le MO2I, c'est votre plus grande valeur ajoutée. Mais elle n'est pas consciente. Donc, en fait, moi, dans les accompagnements que je fais, ce qu'on propose justement par rapport au métier idéal, c'est d'aller dans le métier idéal, non pas de se contenter de faire des analyses génériques, où par exemple, je vais vous faire un test de personnalité, vous allez rentrer dans des cases. Voilà, il y a 16 personnalités, il y en a 8, il y en a 15, peu importe. Même s'il y en avait 100 000, on est 8 milliards. Donc, ce serait quand même une case. Donc, si vous êtes une case, c'est que vous n'êtes pas unique. Sauf qu'on sait que chaque être humain est unique. Donc, un accompagnement qui ne vous permet pas de comprendre votre singularité particulière va être une solution limitée en termes de précision pour trouver votre métier idéal. Donc, vous allez trouver quelque chose qui est pas mal et peut-être, hein, par chance, le trouver, mais vous ne Ouais. maximisez pas les chances. Alors que par le MO2I, c'est le but justement de trouver ce qui nous différencie là où on est naturellement porté. C'est vraiment Ok. ça la différence. C'est vraiment ça la différence. Et moi, là, je me pose une question, peut-être que d'autres se posent cette question-là. Est-ce qu'on peut, après, un peu le modifier, ce MO2I? Est-ce que c'est quelque chose qui est, une fois que je l'ai trouvé, est-ce que je peux, parce que tu nous dis que c'est entre 1 an, il se crée entre 1 an et 16 ans, c'est ça? Même Euh, 0 et 16. Puisqu'on, 0 comme et il y a de 16. Oui, l'inné, dès la naissance, de voilà, la naissance à 16 ans. exactement. Donc finalement, ça évolue parce qu'on est en Même de pleine la croissance. conception. Même de la Ok, conception. Même plus dès la avant la conception. naissance. Parce que comme il y a de l'inné, il y a nécessairement quelque chose de l'ordre des gènes, etc. Ok, il y a une empreinte au niveau même de l'ADN finalement, c'est ça. Mais donc, Exactement, exactement. est-ce que ce ME2I, finalement, il va évoluer peut-être au cours de notre croissance? Parce que jusqu'à 16 ans, finalement, ben, on est en pleine croissance. On apprend aussi, on découvre le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se modifier, se travailler ou pas du tout? En fait, ce qui va venir, le MO2I lui-même ne change pas. Le processus, c'est un métaprocessus, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui s'applique dans tous les domaines. Parce que quand on dit un processus, on a l'impression que peut-être c'est figé à un métier. Non, c'est un Ouais. métaprocessus. Ok. Et ce métaprocessus, en fait, ne bouge pas en lui-même. Par contre, si je suis conscient de comment il fonctionne, je vais pouvoir lui donner les informations pour qu'il, quelque part, il carbure le plus possible. Il ne soit pas plus étouffé. Là Ok. aussi, on peut donner des analogies, mais c'est un petit peu comme si je fais rouler une Ferrari comme une Twingo. Je vais Ok. l'encrasser. Je ne vais pas lui donner la bonne huile. Je ne vais pas lui donner le bon essence. Je ne vais pas aller sur les bonnes routes. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de l'exploiter Hmm. au maximum de son potentiel et en tirer le plaisir ultime et tout ce qu'elle va pouvoir apporter, eh ben, je vais me contenter de la rouler comme une Twingo. J'ai rien contre les Twingo. J'en ai eu une, c'était ma première voiture. J'aime beaucoup les Twingo, C'est des qu'on belles soit voitures. d'accord. Ça Mais, marche très bien, c'est très pratique. mais pour ceux qui sont déjà montés dans une Ferrari, je pense que vous serez d'accord sur le fait que au niveau plaisir, au niveau intensité, au niveau vibration, on est quand même sur autre chose. Bon, ceux qui ont peur en voiture, coupez cette partie du discours, mais je pense que tu comprends le principe. Donc, quelque part, c'est comme si je disais voilà, le moteur, tout ça est le même. Mais du coup, ça va être de le mettre dans les bonnes dispositions. En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'aime toujours je fais des analogies, mais c'est juste pour être clair. C'est, je vais être par exemple, je fais l'exemple des chefs de projet. Ok. J'ai 3 chefs de projet dans une activité. Mais peut-être qu'il y a un chef de projet qui est bien meilleur dans la partie, dans la synthèse des informations avant le démarrage d'un projet. C'est là où il va avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de facilité à aller chercher tous les petits détails, à passer beaucoup de temps sur la planification. Je vais avoir un chef de projet qui va être beaucoup plus adapté, enfin beaucoup plus fort dans tout ce qui va être l'adaptation, de remettre à jour les plannings, qui va être capable de jouer avec les délais, etc. Et lui, il va être beaucoup plus à l'aise là-dessus. Si je me contente de me dire, voilà, les deux sont des chefs de projet, ils ont 15 ans d'expérience. Je les fais faire la même chose. Mais selon l'endroit, si je suis au bon
dans le bon environnement par rapport à un MO2I, je vais avoir la meilleure performance, le maximum de rentabilité par rapport à la performance de mon, de mon employé ou de la personne que je suis. Mhm. Et inversement, si je ne suis pas dans les bonnes conditions, je vais être limité, j'atteins un plafond de verre. Donc, mon MO2I ne bouge pas. Par contre, plus je vais le mettre là où il est bon, plus je vais petit à petit passer de l'excellence à la virtuosité. C'est-à-dire que le fait de répéter l'excellence, on devient virtuose. Et là, on pourrait donner plein d'exemples des virtuoses. On parle de Mozart, virtuoses musicaux, Mozart, Mozart. Léonard de Vinci, Picasso, Einstein. C'est-à-dire qu'ils ont été dans leur domaine et après, ils ont quelque part répété leur domaine. Et c'est là qu'ils sont devenus des virtuoses. Encore une fois, tous les domaines, c'est la même chose. Un écrivain, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme écrivain. Si Nietzsche, par exemple, il a été exceptionnel dans la philosophie. Je ne sais pas Mhm. s'il s'était mis à faire de l'histoire, ben, ce n'aurait pas été le grand Nietzsche. Pourtant, c'est de l'écriture. Ouais, Donc, il on est est dans excellent en un même philosophie, domaine. bien sûr. Exactement. Il est excellent en philosophie et il nous a permis d'avoir des chefs-d'œuvre parce qu'il était exactement dans son domaine. Et on pourrait prendre, dans tous les domaines, c'est la même chose. Du boulanger au président, au thérapeute, au sportif, au coach, au chef de projet, etc., etc., etc. C'est-à-dire Ouais. que dans le fait de trouver son métier idéal, le MO2I, comme il ne bouge pas, en effet, le but, c'est pas de l'adapter, c'est plutôt de le mettre dans les meilleures conditions. Ok. C'est Et donc, l'inconscient, en fait, c'est le mettre dans les meilleures conditions. Oui. et donc, on pourrait donner une autre analogie qui est l'intuition. Tu sais, l'intuition, on dit toujours que l'intuition se développe quand on arrête de l'entraver. Et en fait, c'est ce à quoi ça me fait penser quand je t'écoute avec le MO2I. C'est-à-dire que l'intuition, tout le monde en a, elle est là à l'intérieur de nous. Mais étant donné qu'on on nous a pas forcément appris voilà, à la laisser parler, on est plutôt à dire non, 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 on n'écoute pas ce genre de choses, non, c'est oh là là, c'est ton imaginaire, etc. Bah, finalement, on l'entrave. Et le jour où on arrête d'entraver cette intuition, bah, elle se développe et là, on devient excellent. Et là, on va pouvoir même ressentir des choses que personne d'autre ne ressent. Et donc, ça me fait penser à ça, finalement, le MO2i. J'ai l'impression que c'est un peu ça, comme le moteur de la Ferrari. Voilà, si tu dis, j'ai une Ferrari, mais je roule comme dans une Twingo, quoi. Bon, il y a un moment donné, Ouais, c'est exactement ça. Ouais. on est d'accord. C'est vraiment c'est parfait l'exemple que tu donnes parce que c'est exactement ça. Comme c'est de l'ordre de l'intuition. D'ailleurs, c'est le titre Mm. du livre hein, sur le MO2I, c'est votre intuition et votre génie créatif. Parce que le génie, il est de l'ordre de l'intuition, il n'est pas dans et si vous lisez sur comment créer les artistes, etc., c'est jamais quand ils réfléchissent. C'est quand justement, ils enlèvent ce côté mental, etc., qui sont le plus Ouais, proche de leur intuition. C'est là qu'ils vont être le plus exceptionnels. Et ça, c'est vraiment ça, désentraver. Et c'est pour ça que si je connais en fait, le but même, c'est, tu as parlé de l'état de flow. Donc, l'état de flow, c'est en effet cet état où Mm. je vais être dans un moment où je suis un peu coupé du temps. Moi, quand je suis en entretien, en effet, j'ai cette impression que si j'ai pas une obligation qui m'empêche de, je pourrais faire des entretiens plusieurs heures par jour. Je me rappellerai, une fois, il y avait ma belle-mère qui était à la maison. Mhm. Elle était, donc j'étais en télétravail, j'ai enchaîné, je crois que j'étais à mon 3e ou 4e accompagnement de la journée. Et du coup, on commençait à être en fin de journée. Donc, je sais pas, elle a demandé à ma femme, mais ça faisait combien de temps et tout. Elle a dit, mais je sais pas comment il fait. Et en effet, parce qu'elle n'est pas dans mon excellence. Donc, pour elle, ça lui paraît long. Mais moi, cette journée, elle m'a paru être une heure. Je me Ouais, suis levé tu n'as avec pas la cette- famille parce que je savais que j'allais accompagner des gens. Et en plus de ça, j'ai été utile aux personnes parce que je sais ce que je leur apporte. Je ne suis pas en train de leur promettre ou d'être sur un CV bancal. Je sais exactement, parce que je connais exactement mon MO2I. Et je sais le mettre face à la bonne situation. Et quand je suis dans la bonne situation, je sais que je me fais confiance à mon intuition. Parce que j'ai vu ce qu'elle pouvait produire au fil du temps. Et plus je suis là-dedans, plus je monte en excellence. Et d'ailleurs, c'est ça quand même le but justement de trouver son métier idéal parce que au lieu d'être justement dans cette errance à chercher son métier,
avec ce MO2I, on trouve beaucoup plus facilement son métier. Et quand on trouve son métier, on enlève tous les côtés négatifs de ce qu'on appelle le travail. Et moi, j'aime bien dire, on passe du travail à l'œuvre pour faire de sa vie un chef-d'œuvre. Oh, Ça fait un peu slam, mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça en fait. La vie peut. Je disais à un ami, quand j'ai découvert mon MO2I, il y a eu un avant et un après, et je me suis rendu compte, je ne savais pas que la vie pouvait être aussi douce. C'est-à-dire, j'avais vraiment pas idée que quand on est dans un métier qui nous sied parfaitement, dans lequel on sait ce qu'on apporte, qui a du sens, dans lequel on est dans le plaisir, on va justement être dans quelque chose de la fluidité même naturelle de la vie, et on est dans une vie beaucoup plus professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se lever le matin, etc. Mais il n'a plus le même goût, la vie, littéralement, j'ose le dire. Et du coup, on a réellement un impact sur nous-mêmes, sur nos proches, etc., sur la société beaucoup plus grande. Et c'est ça le but, de passer justement, sur ce que tu l'as mis, de la performance à l'excellence. ouais, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Je l'ai mis là tout de suite parce qu'on est vraiment là où. Alors après, entre la performance et l'excellence, donc là, Kevin nous a déjà bien développé le sujet. Après, je pense que ça peut être intéressant à ce moment-là de parler de ce qui peut entraver. Parce qu'on dit, bah voilà, le MO2I, quand j'arrête de l'entraver, bah, finalement, c'est là qu'il donne tout son plein potentiel et c'est là que je vais être dans mon excellence, même dans ma virtuosité. Donc après, bah, ce coup-ci, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui entrave aujourd'hui mon MO2I? Alors, est-ce que toi, tu veux déjà introduire la chose? Tu veux qu'on en parle? Tu veux comment? Tu veux y aller? Ouais, je vais te poser la question en fait, parce qu'en effet, tu as parlé d'un truc très intéressant. Donc, on répète des points essentiels. Donc, on est principalement dirigé par notre inconscient. Le MO2I est un processus inconscient. Donc, si je connais ma manière de fonctionner naturelle, je vais pouvoir identifier en effet les métiers dans lesquels je vais pouvoir être le plus à ma place possible, le plus dans justement l'excellence. Par contre, ce qui peut nous entraver dans ce métier idéal, c'est aussi des choses de l'inconscient. Et Ok. moi-même, je n'en avais pas conscience jusqu'à ce que je découvre notamment les accompagnements dans le domaine du neuro-émotionnel. Et c'est là où du coup, je vais te poser la question, toi, de ce que tu peux observer, quel est l'impact dans la vie d'entraves inconscientes qui sont liées à une terminologie qu'on emploie beaucoup, les traumas, qui sont Ouais. mal compris. On confond souvent trauma et traumatisme. Et comment ça Ouais. peut impacter justement le fait que, OK, j'ai trouvé ma voie, je sais quel est mon métier, j'ai tout quelque part qui est là, mais je n'arrive pas à y aller. Je ne passe pas, je ne démarre pas cette formation, ou je n'ose pas lancer ce CV, ou j'ai du mal à me lancer. Et du coup, j'ai des blocages. D'où peuvent-ils venir? Et est-ce que du coup, tu peux nous parler de cet impact que peuvent avoir les traumas dans notre vie professionnelle? Alors en fait, il y en a beaucoup, hein, des impacts. Les premiers, on va parler, donc on a tous un système de valeurs et nous avons tous euh, des messages contraignants, donc qui sont totalement inconscients et qui impactent nos comportements. Et donc là, on est dans des mécanismes purement inconscients et les messages contraignants sont liés à notre éducation. Et quand on parle de trauma, alors déjà, je vais redonner la définition du trauma parce que très souvent, derrière trauma, les gens se disent « Waouh, c'est un truc, c'est violent, etc. » Un trauma, tout simplement, c'est quoi? C'est quand je fais la répression de tout ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Voilà, d'une expérience donc de la vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire que je vis quelque chose, j'ai une émotion qui me vient, j'ai peur, je suis triste, je suis en colère ou quoi que ce soit, et bah, je réprime cette charge émotionnelle. Je l'enferme, je ne la laisse pas sortir. C'est ça le trauma. Et le traumatisme, parce que vu que je suis dans les définitions, j'en profite, le traumatisme va être la conséquence du trauma. Ça va être finalement le comportement qui va être mis en place par notre système nerveux à la suite de cette répression de la charge émotionnelle. Et donc, le premier trauma que tout le monde, sans exception, vit,
c'est notre éducation. Notre éducation est un trauma en soi. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, alors, il y a plusieurs types de traumas. On est dans l'éducation, on est dans le trauma de type 2 parce que c'est quelque chose qui est répété dans le temps. Quand on est dans le trauma de type 1, on est sur quelque chose d'unique avec une très très forte charge émotionnelle. Voilà, ça peut être, j'ai vécu, je sais pas, une grosse agression ou, je sais pas, des choses assez violentes, un incendie, des choses comme ça. Mais l'éducation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je suis petit, et là, au moment du MO2I, là où le MO2I se crée finalement, de la naissance jusqu'à mes 16 ans, bah, finalement, on est en plein dans l'éducation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va me demander de gérer ma vie d'une certaine manière. Parce que si je ne la gère pas de cette manière-là, bah, en gros, je suis puni. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des messages contraignants, mais l'idée, c'est de se dire, mon système comprend que si je fais bien comme on me demande, eh ben, tout le monde m'aime bien, donc c'est super, on me donne de l'attention. À l'inverse, si je ne fais pas comme on me demande, notamment comme mes parents vont me demander, eh bien là, je vais être puni, et puis je vais être rejeté, je vais être humilié, etc. Et donc, les messages contraignants sont un trauma en soi, et ça va être le premier obstacle, je pense, pour extérioriser, enfin, pour pouvoir exprimer, pardon, notre émo de vie. Donc là, on est sur l'éducation, donc quelque chose que tout le monde vit. Donc c'est important de passer par euh, cette étape, hein, notamment dans les accompagnements et dans l'accompagnement des traumas, notamment, on passe par ce test des messages contraignants pour voir finalement quels sont les messages qui nous impactent le plus. Après, il peut y avoir d'autres impacts qui vont être liés Juste, avec juste des traumas. Guillaume, juste Vas-y. Guillaume, Guillaume, quand tu parles du coup de messages, par exemple, de messages contraignants, est-ce que tu pourrais donner justement un exemple d'un de ces messages contraignants Hmm. et peut-être un exemple de ben, comment il impacte, par exemple, la vie quotidienne sans même qu'on en ait quelconque idée. Totalement. Alors, les messages contraignants, il y en a 5. Je vais vous les donner, les 5, comme ça vous les aurez. C'est sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Si on prend le sois parfait, alors attention, ce message-là, message contraignant, ça ne veut pas dire qu'on me dit toute la journée, il faut que tu sois parfait. Non, ça va être finalement, ça va être quelque chose qui va être transmis, mais pareil, de manière contournée. On va nous demander de faire quelque chose, et si c'est pas demandé, si ce n'est pas conforme à la demande, eh bien là, je vais avoir la punition. Mais on me dit pas, faut que tu sois parfait quand tu ranges ta chambre. On me dit pas, sois parfait. Non, c'est range ta chambre, mais range-le de la manière dont je veux qu'elle soit rangée, parce que peut-être que pour l'enfant, ranger sa chambre, c'est il ouvre la porte du placard, il balance tout dedans, il ferme, et pour lui, c'est parfait. Sauf que pour nous, c'est pas parfait. Et donc, dans le sois parfait, c'est un message en fait qui va euh, nous obliger, nous, dans nos comportements, à montrer que l'on est bien conforme, à montrer que on fait bien les choses. Et quand on fait bien les choses, que l'on est bien conforme, eh bien finalement, on va cacher une autre partie de nous qui est notre créativité, notre singularité. Et donc, le soi parfait, on est vraiment dans ce message, et je pense que le soi parfait est un des messages les plus importants dans l'expression du MO2I. Parce que finalement, Oui, on cache notre créativité et notre singularité, qui nous sommes vraiment. Donc voilà, ça c'est l'un des messages, par exemple, le soi parfait. ouais. Après, Donc si là, c'est on pareil, part sur... c'est du conformisme, en fait. Exactement, on va nous Le soi demander d'être parfait, c'est du conforme. conformisme. Et là, moi, je vous parle en plus au niveau de l'éducation, par rapport aux parents qui pourraient dire ça à leurs enfants. Mais après, c'est notre société qui est faite comme ça. Il faut prendre conscience de ça. C'est que même au sein de la société, ben voilà, aujourd'hui, ben, quand on est au travail, il faut être comme ci, comme ça. Il faut rentrer dans un cadre. Et si je ne suis pas dans ce cadre, eh bien tout de suite, très souvent, on va dire, ouais, je suis catalogué. Ouais, ça y est, mes responsables m'ont catalogué. Oui, parce que peut-être que moi, je suis quelqu'un qui va dire les choses, donc j'exprime ma singularité. Quand ça ne va pas, ben, je dis que ça ne va pas. Et puis bah, finalement, ça ne plaît pas. Bah oui, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et donc voilà, quand je monte ma créativité, eh bien, je vais être un petit peu
le vilain petit canard et on va me mettre un peu de côté. On va dire non, non, mais lui, c'est bon, on va pas trop lui demander son avis, machin, etc. Donc on peut se retrouver mis de côté. Et donc, c'est ce qui fait que nous, après, ça va nous pousser. On se dit, ben mince, vu que je suis mis de côté, je n'ai plus d'attention de l'environnement, de mes collègues de travail. Et donc, il y a un comportement chez moi qui va se développer, qui va vouloir absolument aller capter de l'attention. Et ça, on est sur le travail de cette blessure narcissique que tout le monde a vécue. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet de la blessure narcissique, qui est juste la peur de mourir par manque d'attention. Voilà, simplement ça. Donc, notre cerveau a cette peur-là. Et donc, il veut absolument aller capter l'attention. Donc, dès que je n'ai plus l'attention, il se sent en insécurité. Notre système nerveux est en insécurité. Et donc là, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va dire, non, il faut que j'ai de l'attention. Et pour en avoir, je vais être conforme. Et comme ça, c'est nickel. Donc, je vais cacher ma créativité, je vais cacher ma singularité. Et donc, je me construis comme ça. Et puis, je peux arriver à 40 ans dans un métier où, oui, ok, je suis bien conforme, mais en fait, vu que je n'exprime pas ma créativité, ma singularité, je ne suis pas bien, en fait, tout Je suis dans simplement. la médiocrité. En fait, là, ce dont tu parles, par exemple, sur les messages contraignants, en fait, on étouffe notre nature propre. Au lieu Exactement. d'être ce qui nous sommes, on agit par rapport à notre éducation et notre éducation qui nous a forcés à ne pas être nous. Et oui. Pas volontairement, mais quelque part qui nous a poussés. Le trauma, notamment ce trauma-là d'éducation dont tu parles, ça nous empêche le perfectionnisme, le fait d'être ultra conformiste. On peut même croire qu'on est. Parce que c'est ça le danger du trauma, c'est que c'est inconscient, tu es d'accord? Et du coup, Totalement. on n'a pas idée qu'on est dirigé par ça. Si on ne met pas le doigt là-dessus, on va toute notre vie brider notre créativité volontairement, hein, mais inconsciemment, parce que on aura appris qu'il fallait être conforme, mais sans jamais le savoir. Et oui, C'est ce qui est terrible, totalement. encore une fois. C'est ça. Et dans la vie professionnelle, c'est ça, c'est un impact qui est terrible. Dans la vie tout Ouais. court, mais dans la vie professionnelle, c'est un impact qui est terrible. Parce que au lieu d'être dans ce que je fais de plus génial, j'essaie d'être dans tout ce qu'on attend de moi. D'être le bon petit collègue, le bon petit élément de l'entreprise. Mais Ouais. en étant conformiste, pas en ayant une valeur ajoutée particulière, mais en étant bien dans les. Alors là, je vais rajouter une petite chose par rapport à ça, parce que tu dis que quand on est dans les messages contraignants, finalement, c'est comme si on se crée une personnalité, une sous-personnalité, parce qu'on n'est pas différent, on ne se divise pas en deux, mais on va se créer une sous-personnalité que l'on va appeler le moi social. Et ce moi social, eh bien finalement, il va s'éloigner de notre soi authentique. Notre soi authentique, c'est vraiment notre essence même, c'est qui nous sommes au plus profond de nous, clairement. Et donc, l'idée, je suppose que pour atteindre le MO2I, on va être dans le même objectif, ça va être de regrouper le moi social, de le rapprocher de soi authentique. Au lieu que ça soit deux entités totalement distinctes, de se dire, non, là, on va faire en sorte que le moi social, on en a besoin, le moi social, c'est pas une part de nous qu'il faut se dire, ah, c'est négatif, c'est pas bien. Non, non, au contraire. On en a eu besoin à un moment donné, ça nous a permis de grandir, ça nous a permis même de survivre. Et donc, ok, là aujourd'hui, je prends conscience de certaines choses et je vais faire en sorte que ce moi social se rapproche de plus en plus de mon soi authentique. Il faut savoir que les messages contraignants, moi qui ai déjà fait le test plusieurs fois, l'impact des messages contraignants peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Ils peuvent, au fur et à mesure de notre vie, plus nous impacter à un moment donné, ensuite moins nous impacter, et puis des épreuves de la vie font que d'un coup, hop, ils vont plus nous impacter. Et je donne un autre exemple, notamment au niveau du travail, parce qu'on a parlé tout à l'heure de burn-out. Là, qui est une réponse vraiment physiologique, au niveau du corps, c'est le corps dit stop, et là, c'est je reste couché pendant plusieurs mois, etc. Dans le burn-out, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a
j'ai envie de dire dans 99% des cas. Je laisse toujours 1% pour le cas exceptionnel, mais dans 99% des cas, les personnes qui ont fait un burn-out ont un message contraignant du fait plaisir qui est très, 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 très fort. Pourquoi? Parce que le fait plaisir, eh bien, c'est une personne qui ne sait pas dire non. Je vais faire pour l'autre, je fais tout pour l'autre, et je vais, moi, par contre, cacher euh, ma propre satisfaction. Donc, finalement, ma satisfaction passe par la satisfaction de l'autre. Et le burn-out, par exemple, c'est ça. On a ce message du fait plaisir, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, et donc qui va prendre. Ah ben, mon chef m'a demandé ça, donc je prends. Et j'en ai eu plusieurs, hein, des accompagnés qui ont fait des burn-out. Au niveau du travail, ben, c'était ça. Ah ben, je ne savais pas dire non. Donc, mon chef me demandait ça, ben, je prenais le dossier. Sauf que j'étais déjà en retard parce que j'avais un boulot incroyable, et je reprenais, et je reprenais, et je reprenais. Donc, à un moment donné, ben, ok, j'arrive physiquement à tenir, et puis moralement plus ou moins. Et puis si moralement, ben, j'arrive à tenir, puis que le corps dit non, mais là, stop, ça devient grave, ben, c'est le corps qui va carrément dire stop. Et là, je suis cloué au lit un matin et je ne peux plus me lever pour aller au travail. Donc voilà, ça peut être un impact vraiment très fort. Donc l'éducation. Yeah, yeah. Après, juste, je refais un petit mot, on a encore quelques minutes. Là, on a parlé du trauma de l'éducation. On peut aller sur un trauma un petit peu plus fort, c'est-à-dire un trauma de type 1. Quelqu'un qui, par exemple, va vivre au travail, alors moi, mon domaine, c'est le trauma sexuel. Si vous avez une personne qui a subi une agression sur un lieu de travail, c'était, je ne sais pas, dans une entreprise de communication, dans des bureaux, par exemple. Eh bien, si cette personne a subi une agression sexuelle et qu'elle en a fait un trauma, c'est-à-dire que la charge émotionnelle qu'elle a eue à ce moment-là, elle l'a réprimée. Encore une fois, l'événement, ce n'est pas ça le trauma. Ce n'est pas l'agression sexuelle qui va être le trauma, ça va être le fait de réprimer la charge émotionnelle à ce moment-là. Eh bien, en fait, le cerveau de la personne euh, va faire des associations. Un cerveau, lui, fait des associations. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il va mettre d'un côté toutes les informations qu'il y a pendant cette expérience. Donc, c'est dans un bureau, c'était avec un chef d'entreprise, ou un responsable, par exemple, c'était mon responsable ou un supérieur hiérarchique. C'était le soir, c'était, je ne sais pas, en hiver, c'était un bureau où il n'y avait pas de fenêtre, etc. Et puis en face, je vais avoir des émotions. Donc j'ai eu peur, je me suis senti humilié, j'ai eu honte, j'ai ressenti de la surprise, etc. Et donc le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va associer toutes les informations ressenties à ce moment-là, et il va les associer donc toutes les émotions vont être associées aux informations. C'est-à-dire que, si je reprends mon exemple, euh, la culpabilité ou la honte ou la peur va être associée à supérieur hiérarchique, va être associée à bureau. Là, j'ai dit que c'était un bureau où il n'y avait pas de fenêtre, donc bureau sans fenêtre, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne va, si par exemple, je fais un accompagnement avec Kevin et que, ok, j'arrive à trouver ma zone d'excellence, mais que, ou en tout cas, je suis en route vers cette zone d'excellence, mais il y a un truc qui me bloque. Et bien, c'est peut-être que là, il y a un trauma. Parce que si inconsciemment, votre cerveau a associé une charge désagréable au fait de travailler avec un responsable, si par exemple, moi, je ne sais pas, on me dit que après cette agression, le métier idéal serait de travailler au sein d'une direction. Eh bien, malgré ça, mon cerveau ayant associé supérieur hiérarchique, donc direction, etc., eh bien, il va associer ça à une émotion désagréable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour fuir. Et il va mettre en place des mécanismes. Vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est purement inconscient. Et donc, les mécanismes vont se mettre en place. Et donc, ça va totalement entraver le travail. C'est pour ça qu'il est important, dans ce travail de recherche de ce hémodeusie, eh bien, de se libérer de certains traumas. Et donc, on passe toujours par déjà ce premier trauma qui est l'éducation. Mais s'il y a d'autres traumas qui sont plus importants, il est important de travailler dessus pour pouvoir vraiment se libérer
totalement et pleinement et pouvoir laisser s'exprimer son potentiel. Mm. Ouais, c'est vraiment intéressant ce principe de trauma parce qu'en fait, ça peut bloquer, en effet, une fois que j'ai découvert l'excellence, mais parfois ça peut bloquer aussi, ne serait-ce que le fait de découvrir son excellence. Puisque là, on Ouais, va peut-être avoir peur de découvrir, on va avoir peur d'exceller. Tu parlais d'un message contraignant, il y en a un qui me parle beaucoup, c'est fais des efforts. Quelqu'un qui a un message contraignant avec fais des efforts importants, ça va être contraire à ce qu'il a été, à ce qu'on lui a appris. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut réussir que si on produit des gros efforts. Le no pain, no gain. C'est mm, célèbre, hein? No pain, no gain. Ça s'est répété, hein? C'est-à-dire que tu ne peux exactement. pas gagner des choses si tu n'as pas souffert. Peut-être, ou peut-être pas. Mais la réalité, Mm, c'est que si j'explique à quelqu'un qu'il y a un moyen d'être excellent, parce qu'un des dénominateurs de l'excellence d'action, c'est être au-dessus de la moyenne à effort équivalent. Donc, sans produire d'efforts supplémentaires, on met, j'aime bien cette expression, on met des vitesses à tout le monde. Et bien, ça peut aller comment dire, contrarier l'éducation de la personne. Et donc, la personne se dit non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est contre justement ce message contraignant, contre son éducation. Et elle va se dire non, ce n'est pas fait pour moi. Et du coup, c'est là que totalement. ça impacte le fameux métier idéal. C'est-à-dire que le métier idéal, c'est pour ça qu'on a parlé au départ de les deux grands freins. C'est-à-dire que pour être dans son métier idéal, pour s'épanouir au travail, il y a la notion de savoir qui l'on est en termes d'action. Donc, qu'est-ce que je fais de mieux? Mon MO2I, mon excellence d'action. Il y a aussi de comprendre ce qui va me diriger comme comportement pour me désentraver parfois de blocages que je vais avoir à justement aller vers un travail où on peut associer plaisir, facilité et très bien gagner sa vie. Mais si on nous a Mm, répété toute notre vie que on gagnait notre argent à la sueur de notre front, eh bien, ouais, ceux qui sont qui écoutent ce live et qui sont un peu perturbés par ce que je dis, c'est probablement qu'il y a ce message contraignant. C'est-à-dire que si ça vous fait bugger qu'on vous dise qu'on peut très bien gagner sa vie en travaillant très peu d'heures par jour, ça peut vous faire, c'est-à-dire c'est de l'ordre de l'illogique, ça vous contrarie. Parce qu'à l'intérieur de vous, ça contredit votre mm, modèle de contraignant, votre message contraignant. Et du coup, c'est pour ça que oui, l'excellence, mais parfois, pas tout le temps, mais parfois, on peut être bloqué à justement y aller par rapport à bien ces sûr. messages contraignants et d'autres choses. Et ça, c'est un point essentiel. Du coup, c'est quelque part ça. Le but, souvent, c'est de se désentraver de qui on n'est pas et d'aller le plus possible vers qui on est Ouais, naturellement. C'est là qu'on va atteindre justement, donc trouver son métier idéal, trouver sa niche idéale. Et quand on trouve sa niche idéale, quand on trouve son métier idéal, et quand on est désentravé de pouvoir y aller dedans, ben c'est là mm, qu'on va avoir quelque part une vie totalement épanouie. C'est-à-dire que quand on parle de métier idéal, c'est idéal au sens de ce que je fais et au sens de qui je suis, aligné avec mes valeurs. C'est au ah niveau oui, de l'être et du fait que je suis complètement aligné. Et là, je suis dans un mariage parfait qui va me permettre d'être dans quelque chose où je vais m'épanouir, je vais réussir. Et quelqu'un qui se sent à sa juste place, qui a un métier qui a du sens, qui est aligné avec ses valeurs, selon vous, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Quelqu'un qui se lève avec plaisir, qui rentre avec plaisir parce qu'il a passé une bonne journée, il s'est senti utile, il s'est senti rechargé, rempli, et il va mm. avoir un impact quoi, sur ses proches, sur la société. Tu parlais de la pathologie. Ouais, tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume? Si Et tout le monde est à sa juste place, s'épanouit au niveau de la société, c'est un gain immense. il y a un gain énorme, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça va être notre état de santé, même physique, parce que notre corps, Oui, étant donné qu'on est bien mentalement, moi j'ai toujours tendance, des fois on a tendance à séparer le corps et le mental. Finalement, non, les deux choses sont liées. Et si mentalement, si psychologiquement, si psychiquement je me sens bien, je suis aligné avec moi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Le corps, il va aller comme ça aussi. Donc, il va être bien. Donc, derrière, ça va être aussi moins de maladies, parce que le corps n'aura pas besoin de mettre certains comportements, donc comme la maladie, pour fuir quelque chose.
Et derrière, ben, si je me sens mieux physiquement, eh bien voilà, je suis mieux dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, je me sens plus épanoui et finalement, bah, il y aura peut-être moins de, voilà, moins de disputes, moins de choses comme ça. Donc ça, c'est au sein d'un cercle familial. Puis si on prend une vision beaucoup plus large, bah, finalement, c'est une société qui va mieux parce que si tout le monde commence à aller au travail avec le sourire, avec la motivation, avec le plaisir d'y aller, avec une excellence dans ce qu'il fait, eh bien finalement, chaque société va mieux fonctionner, chaque entreprise fonctionnera à son plein potentiel, et ça peut être finalement une économie complète qui est totalement florissante. Et je réponds Ah, juste à Afidalina qui disait que les messages contraignants, elle connaît les messages contraignants comme étant des drivers. Alors oui, c'est totalement ça. Les messages contraignants sont des drivers. Les drivers, le driver, c'est le terme que l'on utilise en psychologie. On va appeler ça les drivers. En neuroémotionnel, on parle plutôt de messages contraignants, mais c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'il y a cette éducation, il y a aussi cet héritage culturel, même cet héritage religieux. Tout est lié en fait. Toute notre vie va être impactée par cet environnement dans vas-y, lequel nous vas-y. sommes, par toutes ces autorités-là. Et l'idée, c'est d'en prendre dans un premier temps conscience, et puis après d'aller travailler dessus pour se libérer et laisser exprimer son plein potentiel. Ouais, Et donc d'ailleurs, c'est par exactement rapport ça. à ça, alors je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Kevin, ou bien si tu... Non, mais toi, je voulais juste te poser la question, justement, toi, maintenant, en tant que, dans ton fort intérieur, entre avoir eu cette vie où tu étais peut-être dans la performance, parce que tu étais cet informateur, donc j'imagine que tu étais quand même arrivé à un certain degré, peut-être que tu avais réussi à évoluer au niveau de la hiérarchie, donc ils étaient satisfaits de ton travail, mais c'était un peu poussif parce que tu n'étais pas dans ton excellence. Euh, le fait d'avoir basculé là-dedans et d'avoir travaillé sur tes messages contenus, etc., toi, qu'est-ce que tu as pu vivre, expérimenter de ce changement, de cette transformation? Qu'est-ce que j'ai pu vivre? Alors, j'ai vécu quand même des choses qui n'étaient pas forcément toujours très drôles, parce que quand on est jeune formateur par rapport à des formateurs, en général, les formateurs, c'est des personnes qui ont énormément d'années d'expérience. Parce que, bah voilà, c'est un peu le papa de l'entreprise, je suis là depuis 20 ans, donc je vais te former. Et quand on commence à être, finalement, quand on s'approche, alors moi j'étais à ce moment-là plus dans la performance. C'est-à-dire que j'avais peut-être des facilités, mais il fallait quand même que je travaille. Mais j'ai quand même vécu des trucs pas forcément très drôles, parce qu'à des moments, j'allais au travail avec la boule au ventre. Voilà, il m'est arrivé des choses qui n'étaient pas forcément très drôles sur le moment, mais qui aujourd'hui, pour moi, je remercie la vie de m'avoir fait vivre ces choses-là, parce que ça m'a permis de développer tellement de choses aujourd'hui, notamment d'une capacité d'adaptation qui est totalement hors pair. Et je pense que d'ailleurs, dans l'accompagnement, il faut pouvoir être dans cette adaptation, parce que finalement, chaque être humain est tellement différent. On ne peut pas reproduire un schéma d'une personne à une autre. Une personne vient pour une demande. Ah, j'ai une autre personne la semaine suivante qui vient, oh, exactement la même demande. Ah, bah, je fais exactement pareil. Ben non, en fait, ça ne marchera pas. Ça se trouve, ça a très bien marché avec la première personne, mais si je fais la même chose avec la deuxième personne, ce sera le plouf complet. Donc ça m'a permis de développer, voilà, de développer tout ça. Et donc finalement, pareil, il y a des choses aujourd'hui encore, je prends conscience de certaines choses, et il y a plein de choses que je ne connais pas encore de moi. Mais oui, ce relationnel, ça c'est quelque chose, par exemple, que j'ai pu développer par cette expérience de formateur, et qui aujourd'hui, j'ai une facilité dans la relation, mais qui est, quand j'ai quelqu'un, en fait, il y a la forme et il y a le fond. La forme, bon, bah, ok, je parle d'une certaine manière, très bien, ok. Mais il y a le fond. Le fond, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Et dès que je suis avec quelqu'un, en fait, il y a un truc en moi qui est, c'est tellement naturel, c'est tellement, ouais, je suis dans une aisance complète à ce moment-là, que, bah, pour le coup, je me retrouve dans un état de flow et je ne vois pas le temps passer, en fait. Et je me force à, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait moi dans mon cabinet? J'ai une horloge qui est derrière la personne. Donc la personne ne la voit pas, mais moi je mets l'horloge, parce que sinon, en fait, comme ça, au moins je l'ai dans mon champ de vision, pour ne pas me retrouver à faire 2 heures, 3 heures sans m'en rendre compte.
Donc, voilà, je rentre dans cet état de flow facilement. Et là, je me dis, OK, là, je suis plutôt vers ce plein potentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à ouvrir, hein. Forcément, je pense que le travail, se fait presque sur toute une vie, hein. Mais c'est vrai que toutes ces expériences, quand on prend conscience de tout ça, ça nous permet de vraiment se développer et puis de rapprocher ce moi social et ce soi authentique, qui est finalement, c'est un peu le travail de toute notre vie finalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, c'est un des messages forts que je dis aux personnes, puisque moi aussi, j'aime bien dire que je suis passé un peu des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire que du côté où même, je l'ai dit, ne pas, quand on erre dans son métier, on peut avoir du mal à envisager quelque chose d'autre. C'est le Mmh. principe un peu d'impuissance acquise, mais bon, c'est tellement répété, moi, c'était 12 ans après mon métier, et pareil, j'étais dans la performance, j'étais pas mauvais. On a réussi à évoluer, sur le papier, tout allait bien, des managers qui se sont rarement plaints, oui, mais j'étais pas exceptionnel. C'est-à-dire que je produisais des efforts énormes pour une performance, pour un niveau qui était moyen médiocre, Mmh. selon moi. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an et demi que je suis dans l'accompagnement, mais après 1 an et demi dans l'accompagnement, je suis largement meilleur dans l'accompagnement qu'après 12 ans Bah dans oui. l'ingénierie. Et je dirais, mais vraiment largement. C'est pas, bon, ceux qui prennent être sûr de soi pour de l'arrogance, ça les regarde. Mais quand on sait exactement ce qu'on fait, voilà, parce que Ouais. ça peut agacer. Quand quelqu'un Ah bah est bien sûr sûr. de lui et qui dit, ben, je sais que je suis bon dans mon domaine, ça peut se dire, ouais, il se la pète. Pas de problème. Si ça peut, ça vous regarde de penser ça. Mais ce sentiment-là, c'est quand même quelque chose où on se sent, c'est assez difficile de le décrire. Parce que, encore une fois, je le répète, quand on n'est pas dans cette situation, on ne se rend pas compte ce que ça peut faire de vivre comme ça et Ouais. quotidiennement. Versus aller au boulot et se pousser, se forcer à le faire et en plus ne pas être exceptionnel dedans. Donc c'est ça quelque part le message, c'est oui, cette situation de ne pas être dans son métier idéal, c'est désagréable. Ça provoque des choses assez tristes en nous. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves dans notre quotidien, mais Ouais. il y a un tunnel de sortie. Et ce tunnel de sortie, j'ai envie de dire, si on est dans un métier où on ne se sent pas à notre place, quid de pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Et d'ailleurs, si on n'arrive vraiment pas à essayer, malgré qu'on est dans un métier qui n'est pas idéal, malgré qu'on ait compris qu'on peut trouver sa voie, mais là, probablement qu'il y a un trauma, probablement qu'il y a un message contraignant qui m'empêche de passer la vitesse, Mmh. de me dire, OK, je vais me faire accompagner pour voir si je ne peux pas justement quitter cette vie qui ne me convient plus et aller vers quelque chose de beaucoup plus jouissif. Et on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas sur Terre pour souffrir. Moi, c'est pas la vision de la Exactement. vie. Oui, il y a des choses qui sont dures et oui, les problèmes, mais c'est comment on les affronte et comment on les vit. Parce que bien entendu, on ne parle pas qu'il n'y a pas de problème. On parle juste comment on les vit, les problèmes. C'est ça la différence. On n'est pas Ouais. là sur Terre pour souffrir. Et d'ailleurs, si on a souffert finalement, l'idée, et c'est d'ailleurs le principe de l'accompagnement neuro-émotionnel, hein, c'est d'utiliser finalement des expériences vraiment très, très désagréables dans notre vie et de s'en servir pour grandir, Oui, pour aller vers l'antifragilité, une notion qu'a apportée Nassim Nicolas Taleb. L'antifragilité, c'est ça, c'est finalement faire de ces épreuves de vie, eh bien finalement, un moyen d'avancer, de grandir pour se rapprocher, encore une fois, encore au plus proche de son soi authentique. ouais. Donc là, je ne sais pas si on peut, étant C'est donné que vrai que je vois le temps passer, euh, on peut peut-être parler de cet atelier, de ce projet que l'on souhaite mettre en place ensemble. Ouais, Donc ouais, carrément. là, en avant-première ce soir, vous avez donc une information qui est donnée, c'est-à-dire qu'avec Kevin, on a décidé de créer un atelier. Alors pour l'instant, tout n'est pas encore finalisé,
Mais l'idée, ça va être de mettre en place un atelier pour travailler sur ce MO2I, aller chercher cette, cette zone de virtuosité qui est à l'intérieur de nous et qui sommeille en nous, et en même temps, durant cet atelier, eh bien, de se libérer de ces traumas qui viennent finalement bloquer l'expression de ce MO2I. Donc, on est en train de travailler sur un atelier. Le format, on va le mettre en place progressivement. Je ne peux pas encore donner si ça va être sur un week-end complet, si ce sera sur une journée. Je pense plus que ça va être déjà un week-end de 2 jours. Après, on verra, on en rediscutera un peu plus précisément avec Kevin. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir cet atelier, je pense, courant premier, allez, on va dire premier semestre 2025, un atelier qui va, peut-être que je m'avance, hein, mais en tout cas, Non, non, mais connaissant Kevin, je pense que c'est, oui, ce sera faisable. voilà, donc premier semestre 2025, cet atelier qui va se mettre en place pour aller chercher sa zone d'excellence tout en se libérant de ses traumas. Parce que l'un sans l'autre, finalement, ça peut être compliqué. Et là, il y aura vraiment, Exactement. en l'espace d'un week-end, hop, un nouveau soi qui va s'exprimer à la fin de cet atelier. Exactement. Voilà C'est quelque chose. pour cette information. Alors, je ne sais pas si je vais vérifier s'il y a des questions ou des remarques au niveau des Non, commentaires. Je n'en vois. et puis après, je ne sais pas si tu le mettras justement sur le replay, mais de toute façon, si vous voulez nous contacter, que ce soit Guillaume en sa qualité de thérapeute ou moi-même en sa qualité d'accompagnateur et de révélateur de potentiel en avance de ce programme-là qui va arriver, de ces ateliers, vous pouvez bien entendu nous contacter. On se fera un plaisir, comme vous l'avez bien compris, on est dans nos métiers de cœur et dans les métiers où on pense qu'on peut pas mal apporter aux personnes. Donc, on se fera un Mm, plaisir d'échanger avec vous, d'aiguiller s'il y a besoin d'aiguiller, d'accompagner s'il y a besoin d'accompagner. bien sûr. Et voilà, cette vie-là du métier idéal, trouver son métier idéal, c'est pas une chimère, c'est pas une utopie, c'est pas un rêve éveillé. Enfin, si, ça peut l'être, mais c'est quelque chose qui est totalement pragmatique. C'est pas de l'ésotérisme, c'est très concret et c'est un moyen pour réellement transformer sa vie professionnelle pour ensuite transformer sa vie. Puisqu'on l'a dit, les deux sont liés. Le corps Ouais. et l'esprit sont liés, l'activité professionnelle et la vie personnelle sont liés, le sentiment d'accomplissement dans la vie est lié nécessairement à une activité professionnelle pour ceux qui travaillent. Et pour ceux qui ne travaillent pas, il y a même aussi un développement personnel parce que tout ce qu'on fait là, ça a un impact énorme sur le personnel. Là, on est parti sur le métier, mais il y a aussi, Mm, bien entendu, des impacts très importants sur les traumas, bien la vie sûr. conjugale, la vie sociale, etc., qui touchent beaucoup plus de choses beaucoup plus larges encore que le MO2I, hein, je veux dire, ces éléments-là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter, avec grand plaisir. Totalement. Voilà, je vous ai mis dessous le site internet ainsi que le LinkedIn donc de Kevin. En tout cas, nous restons à votre disposition pour échanger, pour il y a quoi que ce soit, des questions. Voilà, vous avez toutes nos coordonnées qui s'affichent. J'espère qu'on aura pu répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations. Et puis, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, ben, on vous dit à bientôt alors. Bonne soirée à Allez, tous. bonne soirée à Ciao, tous. Ciao, ciao. bye bye.